Bon, alors voilà, donc après la pause, mais encore une fois, bonjour aux gens qui se joignent à nous via web diffusion. Donc, nous sommes prêts après vraiment un panel très instructif, ce premier panel. Bien, ça va poursuivre dans la même veine. Un sujet vraiment brûlant d'actualité, c'est celui de l'utilisation des technologies numériques et d'information et de communication, les TIC, quoi, pour faire plus court, mais en milieu minoritaire francophone. Et revenons en arrière il y a 3 ans. Hein? C'était quoi, le 13 mars 2020? On ne savait pas que notre vie allait changer pendant 3 ans, mais on sort de 3 ans de pandémie. Et ça a été 3 années qui ont été éprouvantes à bien des niveaux, mais qui ont eu des répercussions vraiment très, très fortes dans le monde de l'éducation. Ça a été quoi continuer à enseigner? Ça a été quoi continuer à étudier dans un contexte de réclusion, j'allais dire, à la maison? Donc, l'enseignement virtuel s'est développé. Ça a été exigeant pour tout le monde. Ça a été un vrai défi pour tout le monde. Et ça a été vrai aussi en éducation des adultes. Mais il y a une chose qu'on a constatée finalement, c'est qu'en même temps, la pandémie a vraiment permis plein de bonnes choses aussi du côté de l'explosion des capacités, des outils techno, ce qui a fait à son tour exploser l'apprentissage informel en ligne. On a parlé tantôt de l'apprentissage informel. Alors, quand on est en milieu minoritaire francophone, comment les technologies numériques peuvent-elles servir l'apprentissage tout au long de la vie? Alors, vous voyez que nous avons 2 panélistes. Vous en connaissez déjà un. Je ne vous le représenterai pas, Daniel. Mais je vous présente tout de suite Gabrielle Lopez de la COFA, directrice générale de la COFA, la Coalition ontarienne de formation des adultes. Bonjour, Gabrielle. Gabrielle, la COFA, c'est l'organisme responsable de la PCFAD, le projet de plateforme canadienne de formation à distance. Donc, c'est un projet de partenariat avec des partenaires, justement, avec qui vous avez mis en place tout un réseau de formation à distance en développement de l'alphabétisation et des compétences essentielles. Ça, c'est dans les communautés francophones en situation minoritaire. Il faut être plus pointu dessus que ça, c'est en plein ça. Alors, j'aimerais ça, en 2 mots, que vous nous résumiez un petit peu c'est quoi ce projet-là. Ouais. En 2 mots. Bien, qu'on sache un peu avec quel genre de partenaire vous avez. Oui. On a commencé en 2019. C'est un projet pilote. C'est basé sur l'expertise qu'on a développée en Ontario avec une plateforme de formation à distance où on offre des micro-cours en littératie, numératie, littératie informatique, même des cours en mode asynchrone, donc en mode autonome, et des cours en mode synchrone, donc des cours en direct. On offre aussi des cours sur les compétences génériques. Alors donc, le fédéral nous a approchés, le Bureau des compétences pour réussir, tel qu'il s'appelle maintenant, et nous a dit, ben, c'est intéressant ce que vous faites en Ontario, pourriez-vous le faire à l'échelle pan-canadienne pour les francophones en milieu minoritaire? Alors, on a dit, pourquoi pas? Alors, on s'est lancé dans l'expérience avec des partenaires initialement qui étaient de l'Alberta, avec The Learning Center, avec la Saskatchewan, le Collège Mathieu, Pluriel du Manitoba. On avait aussi des gens de l'île du Prince-Édouard avec le Collège de l'île. On avait aussi, puis je dis on avait, ils sont encore là, le Kodak NB du Nouveau-Brunswick. Puis on a aussi un partenaire, l'équipe d'alphabétisation de Nouvelle-Écosse. À ces partenaires se sont rajoutés le RESDAC qui renaît de ses cendres et agit de façon encore plus forte qu'avant. Et on a aussi des partenaires du Nunavut, l'Association des francophones du Nunavut, des partenaires aussi qui viennent de l'Association franco-yukonaise au Yukon. Alors, et on sert, par l'entremise de notre partenaire en Nouvelle-Écosse, des gens à Terre-Neuve et Labrador. Mais c'est vraiment pan-canadien, votre affaire? C'est très pan-canadien. Oh, oui, il n'y a pas d'erreur. Hey, dites-moi, curiosité, c'était avant le 13 mars que vous avez eu l'idée ou après? Oui, c'était avant le 13 mars. Et puis, tout ça s'est fait à date. On a formé à peu près 300 personnes. Ça n'a pas l'air d'énormes quantités, mais il faut savoir qu'on a commencé 1 année avant la pandémie et tout ça s'est déroulé pendant la pandémie. Alors, c'était un peu le branle-bas de combat. Alors, c'est assez exceptionnel qu'on ait rejoint tant de personnes dans ce peu de temps. On travaille avec des organismes aussi qui n'avaient pas développé la capacité à livrer à distance. Donc, il y avait tout un travail d'équiper ces gens, de les former, de structurer des programmes avec eux. Alors donc, ça a demandé du temps aussi. En fait, à la COFA, on est responsable de la gestion de ce projet et on gère un réseau pan-canadien quand on parle de formation à distance. Pour le moment, on les soutient avec de la formation continue sur le sujet. On prête notre expertise et on gère aussi, évidemment, notre propre réseau en Ontario.
Donc, vous êtes bien placé pour répondre à la prochaine question. Alors, selon vous, de votre point d'observateur, d'observation, quelle place la technologie numérique, là, tout ça est en train de prendre en apprentissage à travers le pays, selon vous? De votre anglais, vous, bien entendu. Oui, bien entendu. Ben, écoutez, on sait tous que la pandémie a accéléré le virage numérique. Tout le monde, au début, on était les seuls qui offraient de la formation à distance et qui visaient une clientèle des niveaux 1 à 3 de littératie. Et notre mode opératoire pour réussir cette tâche-là, c'est de travailler de très près avec, en Ontario, si je regarde en Ontario, nous, on a 25 organismes membres qui sont des collèges, des centres communautaires et des conseils scolaires, 42 sites à travers la province. Donc, c'est sûr qu'on a calqué ce modèle à la PCFAD, à la plateforme pan-canadienne, parce qu'on s'est dit les plus faibles niveaux de littératie, en littératie informatique, ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir débuter le travail en ligne. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'un peu de formation de base. Alors, donc, c'est comme ça qu'on a opéré. Et donc, le but de ce projet-là, à l'origine, hein, c'était d'augmenter l'accès à la formation à distance, aussi augmenter l'offre de services en français. Je pense qu'on l'a réussi, mais c'est sûr que la formation en ligne, ce n'est pas la réponse à tous les enjeux. Ça aide. On sait que les francophones en milieu minoritaire sont dispersés sur des vastes territoires. Ils ont des enjeux de revenus financiers, de vieillissement de population, de concentration dans les milieux ruraux. Alors, tu sais, c'est des façons de rejoindre ces gens, mais encore faut-il qu'il y ait la connectivité, qu'il y ait l'Internet, que les gens aient les moyens de se payer des forfaits Internet et qu'il y ait justement de l'accompagnement pour les aider à gravir tranquillement les échelons d'acquisition de compétences pour leur permettre d'accéder à la formation en ligne. Non, on comprend justement qu'il y a quand même des défis, des obstacles, mais j'aimerais quand même vous entendre sur les besoins auxquels vous avez le sentiment d'avoir répondu là, pour ces gens en situation de minoritaire francophone. Oui, bien, c'est sûr que la plateforme qui a une visée au niveau de l'employabilité, on est financé par le Bureau des compétences pour réussir, dont la perspective est principalement l'employabilité. Donc, on travaille le plus possible avec des gens qui sont en recherche d'emploi ou en milieu de travail déjà. Et puis, il y a eu beaucoup d'impacts positifs, tant sur les apprenants qui ont développé de l'estime de soi, qui ont développé des compétences pour être plus mobiles dans leur emploi ou accéder à des emplois. Alors, déjà, on voit ce type d'impact-là. Il y en a aussi sur les partenaires avec qui on travaille. On a développé une formation, par exemple, du français en quelques clics pour adapter à la petite enfance. Et c'est une formation qui est offerte en complémentarité de programmes collégiaux à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick. Alors, on voit ce genre d'amélioration, si on veut, ou de gain. Mais aussi, si je peux ajouter, c'est que pour le réseau pan-canadien de livreurs de services en formation dans le contexte non formel, ce qui est formidable de ce projet, c'est qu'il a permis à ces organismes membres, à ces partenaires au projet, de développer leur capacité à livrer de la formation à distance, à avoir une approche aussi qui est basée sur celle de l'Ontario, parce qu'en Ontario, on est structuré, on est normé, on est encadré par un cadre de littératie. On a des suivis à faire avec les clients 3, 6, 12 mois après qu'ils sont finis avec nous. Ils sont évalués au moment d'entrée, au moment de la sortie et entre les deux. Donc, on a apporté ces aspects-là. Bon, ils avaient déjà leur propre façon de faire, mais mettons qu'on a pu structurer encore plus ce type d'interaction pour la formation. Et ça fait qu'on a des outils communs. Pour une première fois, vu qu'on travaille vraiment dans des contextes très différents. Alors, on a des outils communs qui nous permettent de faire des évaluations, aussi d'avoir une base comparative et puis de travailler encore plus en proximité. Alors, donc, c'est ça. On comprend bien que ça répondait bien aux besoins, que ça s'est intégré dans la vie des gens, finalement. Oui, c'est ça. Puis, justement, on parlait de partenariat, d'établir une forme de réseau aussi. Ça aussi, ça s'est mis en action. Si vous permettez, je vais aller du côté de Daniel. On a une belle illustration concrète sur le terrain de l'application d'outils numériques.
De votre côté, de votre point de vue d'observateur, au-dessus un peu, méta-analyse, méta-observation, comment les nouvelles technologies ont-elles pris le pas depuis la crise pandémique? Là? Pendant ces 3 ans-là, parce que ça a été majeur, qu'est-ce qui s'est transformé en termes d'apprentissage tout au long de la vie, en termes d'utilisation numérique? J'observe ce secteur-là depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, la période pandémie m'a permis de voir est-ce qu'il y a quelque chose dans la trajectoire. Et je dirais 2 éléments majeurs. Un, ça a été la plus grande opération de développement des compétences numériques de l'histoire de l'humanité, la planète au complet. Le 3 ans, convoquer les gens en webinaire, faire une réunion Zoom, personne n'aurait su c'est quoi. Maintenant, on sait c'est quoi, on a une opinion, on a de la fatigue Zoom, puis on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. On est tous des spécialistes de la pédagogie Zoom. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. C'est en 2 ans, là. Il faut remonter. L'autre bout, il y avait déjà un secteur des EdTech, donc un secteur capitaliste, commercial, à but lucratif, qui vise à former, mais qui vise à faire de l'argent, qui existait. Il a probablement cru de 300, 400, 500 % pendant la pandémie. Donc, ce secteur-là s'est installé, ils ont développé des services, toutes sortes de formats, etc. Et là, on commence à voir l'après-pandémie. Au travers de tout ça, la pandémie a permis de voir l'ampleur de la fracture numérique, l'ampleur des inégalités, d'abord et avant tout sur l'accès à la technologie, mais aussi sur les compétences numériques, parce qu'on peut être fortuné et scolarisé et frustré sur comment fonctionnent les choses, pas savoir, etc. Donc, et ça a peut-être stimulé les gouvernements à mettre l'Internet haute vitesse à la grandeur du pays, dans les communautés rurales, parce que c'est devenu nécessaire pour l'emploi, d'abord et avant tout. Pour l'emploi, oui. Et moi, ce qui m'a frappé, ce que je n'avais pas imaginé, c'est de découvrir que quand le confinement s'est installé, pour beaucoup de gens, le Wi-Fi, c'était au café, au centre d'achat, etc. Et là, en fermant tous les commerces, il y a une grande partie de la population qui a perdu l'accès au Wi-Fi au moment où il fallait l'utiliser le plus. Et ça ne m'avait pas frappé. Ça, c'est quelque chose qui, quand tu l'as à la maison, tu ne te poses pas cette question-là. Donc, de manière générale, je dirais, on a maintenant une base de compétences numériques, de manière générale, assez développée. Je fais un bémol de compétences numériques parce que c'est un terme trop vaste. On a la connaissance de certaines applications, parce que le numérique, c'est plus large que connaître des applications de vidéoconférence et tout ça. Maintenant, c'est intégré dans le monde du travail, le télétravail, etc. Donc, ça a réorganisé la vie en général et la vie au travail. Et deuxièmement, ce secteur des EdTech. Il est colossal. On pourra revenir tout à l'heure sur la dimension francophone ou non de ce secteur-là. Mais un cours dans des grandes plateformes, c'est 2 millions de personnes. Le marché des EdTech, qui est en dizaines de milliards de dollars, en centaines de milliards de dollars, il a pris son envol. Il vit une période de fragilité parce que les modèles d'affaires ne suivent pas, d'endettement, de faillite, de fusion-acquisition, etc. Là. Il y a beaucoup de bouleversements dans cet univers, mais on en est probablement tous des praticiens. Regardez un tutoriel sur YouTube. Si vous le faites, bien, vous faites partie du secteur des EdTech comme consommateur, comme apprenant. Puis il y a toutes ces plateformes, Lincoln Learning, Coursera, Udemy, les Netflix de l'éducation, les Amazon de l'éducation. Donc, c'est des joueurs majeurs qui ont des capitaux astronomiques. Certaines plateformes qui rentrent en bourse peuvent faire 4 milliards de dollars d'un coup. Tout le réseau universitaire au Québec reçoit 2 milliards de dollars du gouvernement. C'est 2 années de financement du réseau universitaire complet du Québec en un coup pour une plateforme. Donc, en termes de développement, c'est un autre game. Et ça, ces 2 volets-là, les compétences numériques généralisées, développées, et le marché des EdTech qui devient plus que l'éléphant dans la pièce, c'est la pièce au complet. Maintenant, et au travers de tout ça, les inégalités sur la base des compétences, les inégalités socio-économiques, mais aussi comme personne compétente dans le domaine du numérique, parce qu'on peut être très scolarisé et frustré, on peut, etc., etc. On peut avoir le nec plus ultra de la connexion Internet, puis pas être capable de télécharger quelque chose. Oui. Fait qu'il y a une espèce d'inégalité, d'égalité dans l'inégalité des compétences, mais il y a quand même des populations marginalisées qui n'arrivent juste pas. Parce que le coût est une barrière infranchissable. Puis par après, bien, ça demande comme apprenant d'être relativement autonome pour fonctionner dans cet univers. Être autonome comme apprenant, ça présuppose tout un parcours d'apprentissage qui a construit la confiance, qui a construit les compétences,
qu'on est à l'aise de plonger dans l'inconnu parce qu'on est un apprenant qui est habitué de plonger dans l'inconnu. Ça fait que je dirais, ces deux grands éléments-là, puis la question des... Ça a rendu visible toutes sortes d'inégalités, à toutes sortes de niveaux. La qualité des connaissances acquises, la qualité de l'éducation qu'on va chercher dans ce modèle, ce nouveau modèle-là, non pas l'éléphant, mais la pièce qui est occupée entièrement par l'éléphant maintenant, si on compare ça aux modèles qui sont balisés par des ministères de l'Éducation, je veux dire, c'est sérieux. Je veux dire, on est complètement dans un autre champ. Ce n'est pas la même chose en termes de la capacité à mesurer, garantir la qualité de l'enseignement qu'on va recevoir. À quel niveau aussi est-ce qu'on va reconnaître l'attestation, la formation reçue? Est-ce que vous pourriez dire un mot par rapport à ce nouveau monde-là que ça crée? Il y a deux éléments dans votre question. La qualité. Souvent, les secteurs des EdTech, qui font ça à but lucratif, sont dans des créneaux qui sont liés à l'emploi, programmation, santé mentale au travail, MBA en ligne, etc. Ils ne s'éparpillent pas dans la poésie québécoise du 18e siècle. Ils ne s'éparpillent pas là. Ils sont vraiment focalisés. Ils vont chercher des experts. Je vais mettre dans ma peau de l'utilisateur sur Lincoln Learning, suivre un cours d'Excel. Bien, la personne qui le donne, c'est quelqu'un qui a travaillé à Microsoft pour programmer Excel. On peut présumer que c'est de qualité. Premier bout. Et il y a tout et rien. À l'autre extrême, ça peut être n'importe quoi qui existe en ligne, comme tout ce qui existe en ligne. Et là, ça demande que l'apprenant, un peu comme les fake news, que l'apprenant soit capable ait une compétence à distinguer le bon du mauvais. Pour ça. Pour l'autre bout de l'attestation des compétences, bien là aussi, tout l'univers des badges numériques et les grandes plateformes, ils offrent des bacs, des MBA, des micro-learning, des attestations, etc., qui sont de plus en plus reconnus par le marché du travail, qui considèrent que c'est plus lié au marché du travail qu'un bac. Fait que la question de la qualité, c'est le fil si on tire de la boule de laine, là, si on le tire, on ne sait pas trop ce qui va sortir. Parce il y a des gens aussi qui critiquent la qualité dans le réseau scolaire. Tout le monde critique un peu la qualité de tout dans la vie en général. Là. mais sur le secteur des plateformes privées, puis ils utilisent les mécanismes d'évaluation. C'est comme quand on va sur Airbnb, si on n'aime pas la place, on fait un commentaire négatif, puis les gens n'y vont pas. C'est comme ça aussi sur ces plateformes-là. Si ça dit « ce cours-là, il n'est pas bon, il n'est pas adapté, etc. », les commentaires sont là. Il n'y a pas ça dans le réseau public. Bien, des fois, les jeunes le font sur Facebook, là, mais c'est une autre histoire. Là. Mais il faut nuancer beaucoup la question de la qualité. Ce n'est pas de moindre qualité, c'est de très grande qualité sur certains trucs. Ils ont des mécanismes d'évaluation peut-être plus cruels que ceux qu'on peut voir c'est l'offre et la demande dans un régime capitaliste. Là. Fait que et du côté des attestations, bien, moi, je pense que dans tout ce qui est lié au marché du travail, ils sont en train de gagner la bataille par rapport à un diplôme officiel d'une institution publique. Parce que c'est très lié au marché du travail. Ils ont des services post-formation. Lincoln Learning, un coup, vous faites votre formation, toutes vos données sur ce que vous suivez, c'est plugué sur l'autre Lincoln. Fait que vous pouvez recevoir des offres d'emploi non sollicitées parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour savoir qu'est-ce que les gens développent. Donc, pour 500 $ par année, on a accès à 40 000 cours pour un service de placement. C'est le prix d'un cours universitaire. Donc, qu'est-ce que la qualité dans tout ça? OK. Donc, le monde numérique puis le monde de l'enseignement. Oups là, on s'aperçoit que oui. Tu sais, j'ouvre la boîte rapidement, en vrac, là. Oui. Mais tous ces morceaux-là, qu'est-ce qui est de qualité et pas de qualité dans tout ça? Oui, mais on vient vraiment d'entrer dans un nouveau monde. C'est vraiment un nouveau paradigme. Je vous demandais d'avoir un regard vraiment très au-dessus de la situation. Maintenant, je vous demande d'avoir ce même regard-là, mais en regard de ce que ça peut apporter, cet apprentissage-là numérique en ligne, pour les gens en situation minoritaire francophone qui sont isolés et éloignés souvent? Bien, juste l'existence, comme l'existence de la plateforme, avant même de rentrer, quels sont les cours, le fait que la ressource existe, c'est fondamental. Il y a toute la dynamique que peu importe où on est ce qu'on a Internet, est-ce que c'est haute vitesse, parce que le visionnement de tutoriels, etc. Là, je mets ça de côté. Et je dirais, là, il y a eu un blocage pour les francophones en général, puis encore en situation minoritaire. Là, il y a eu un blocage qui est en train de débloquer. C'est qu'avant, c'était en anglais, principalement. Maintenant, vous regardez un tutoriel, n'importe quelle vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre en anglais, en mandarin, en espagnol, mettre sous-titré en français. Donc, il y a de la traduction. Là, la technologie se développe. Là, avec l'intelligence artificielle, ça va doubler automatiquement en français ou dans la langue de votre choix. Donc, la barrière linguistique, parce que mon analyse était pourquoi, je vais prendre le cas du Québec, pourquoi le Québec n'a pas été balayé par le tsunami des EdTech, c'est d'abord et avant tout la langue. C'est en train de disparaître.
La technologie est en train de permettre la traduction simultanée. Même, vous pouvez faire une réunion Zoom, ça va être non seulement écrit, mais vous pouvez faire transcrire le texte en langue de votre choix, etc. Donc là, avec ça, le marché va s'ouvrir. Peut-être que ça revient à la différence qu'on évoquait tout à l'heure entre adapter, traduire. C'est intéressant, hein, traduire, l'origine latine, ça vient de trahir. Il y a une racine similaire. Traduire, c'est trahir. Et faire soi-même. Et là, je pense qu'elle est encore plus pertinente, cette question-là, quand on regarde ce que la traduction simultanée va permettre et ouvrir l'accessibilité universelle à tout contenu, peu importe la langue de production, par des modes de traduction automatiques. C'est dommage pour les traducteurs, là, je pense qu'ils ont robotisé leur job, là, mais et là, c'est un autre univers, et c'est même plus par clavier, on pourrait dire, je le voudrais en français, etc. Donc, ça l'ouvre la ressource accessible à tout le monde. Là, ça déplace la question. La pertinence des contenus pour une communauté minoritaire, pour une économie locale, pour des styles apprenants. On va rentrer, parce que l'effet pervers de ces grandes plateformes, c'est que ça standardise des formations à l'échelle de l'humanité. En génie, en particulier. Amazon est rentré dans un cours en Inde sur le génie, ingénieur. Il y a des millions et des millions de personnes. Ça standardise la formation. C'est l'État à la grandeur de la planète. C'est une formation standardisée. Et là, le local va devenir important. On peut aller chercher l'ABC du truc en formation standardisée, puis savoir c'est quoi l'alphabet, puis c'est quoi les mathématiques. Mais rentrer dans le particulier de parler sa langue, là, il y a un petit quelque chose, il y a une occasion, comme on disait tout à l'heure. Il y a une occasion d'affaires, même, je dirais. Puis pour les communautés minoritaires, un défi de faire que des cultures, c'est tous les humains de la Terre, là, tous les non-anglo-saxons qui sont soumis à ça, qu'il n'y ait pas une harmonisation culturelle indirecte par l'accessibilité universelle à des contenus qui sont offerts pareillement par tout le monde par des plateformes mondiales. Êtes-vous en train de dire qu'à ce moment-là, il deviendrait quasiment encore plus minoritaire? Je pense que ce que je dis, je ne sais pas trop si c'est ça que je dis, mais ce que je dis, c'est que parce que là, tout le monde, si on a toute l'offre, s'ils sont face à l'offre mondiale... Tous les non-anglo-saxons deviennent minoritaires. Ah, OK, correct. Ouais. Je voudrais vous mentionner que, étant donné qu'il y a une activité qui va se dérouler pour lancer la mobilisation franco, tout à l'heure, le panel qu'on a présentement va durer 30 minutes au lieu d'une demi-heure. Ce qui veut dire que je veux déjà vous signifier que vous serez invité à poser des questions et je vais déjà vous inviter à vous inviter dans la conversation maintenant. Il y a Debra qui est en arrière qui ira vous voir quand vous lèverez la main. Donc, puisque je sais que vos questions font très bien avancer la discussion, justement, on en a déjà une. Allons-y. Oui, est-ce que vous croyez que les technologies puis la connaissance des technologies pourraient... Ah oui, désolée, j'apprends vite, mais ça me prend du temps. Va permettre, dans le fond, en fait, c'est parce que j'ai lu un livre qui s'appelle L'âge du fer, qui est rédigé par un anthropologue sur toutes les makerspaces, la Silicon Valley, puis comment les geeks de l'époque ont transformé le modèle actuel. Est-ce que vous croyez que d'outiller des Franco-Canadiens aux technologies, aux codes et tout ça va leur permettre de développer des outils qui vont vraiment répondre aux besoins de nos communautés et faire en sorte qu'on arrive à se déployer et à se positionner au niveau international? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, mais à l'origine, c'était les geeks et des gens qui ont inventé Internet, qui ont inventé dans une vision démocratique, etc. Et là, les grandes multinationales, Google, Microsoft, sont rentrées. Et là, il y a quand même le mouvement des ressources éducatives libres, du logiciel libre, de l'apprentissage par les pairs en ligne. Il y a tous ces mouvements-là qui existent. Mais il y a un petit angle dans votre question, c'est pour chacun de nous, et encore plus ceux qui sont en mode de survivance culturelle, où il va avoir ce que je disais tout à l'heure, l'éducation aux lois, aux droits, l'advocacy, de prendre sa place. Mais il y a des gens qui montent, ils font de l'éducation populaire algorithmique, là, qui montent à des gens à créer des algorithmes pour leurs besoins. Et c'est un petit peu au Canada, je le vois plus aux États-Unis, de dire écrire, lire, compter, c'était les compétences de base. Maintenant, c'est écrire, lire, compter et programmer. C'est un nouveau langage, c'est sous l'angle du langage. La démocratisation, c'est le prochain bout. Mais il ne faut pas faire, ça peut paraître étrange de dire de même, mais ce n'est pas les grandes multinationales. Il ne faudra pas faire confiance aux grandes multinationales pour nous former à peut être dépendants de leurs produits clés en main. Il va falloir que les gens développent des compétences numériques à un autre niveau.
De la même manière qu'on apprend à lire, compter. Je suis un analphabète de la programmation. Je suis dépendant de ce qu'on m'offre. Fait que je dirais à l'échelle plus sur le fond de la compétence. Voilà je ne sais pas si je réponds, là, mais... En attendant la prochaine question, on va l'amener, celle-là, le sujet de l'heure. Finalement, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle. Comment voyez-vous l'arrivée de ce joueur-là dans l'apprentissage en continu? Puis je parle à Daniel, bien sûr, mais je vous invite aussi là, à partager la discussion avec nous. Ça a complètement bouleversé la discussion. J'ai l'impression que tout ce que j'ai ramassé comme documentation pendant 10 ans est devenu caduc en novembre 2022, quand ChatGPT a été. Mais ça fait une décennie qu'il y a des instruments de ce type-là. Et là, ça réorganise tout. Le travail de l'humain, mais le travail de l'enseignant, l'organisation, quand des tuteurs virtuels peuvent... Je vais prendre un exemple. Duolingo, l'apprentissage de langue. Ils ont rentré un algorithme où on peut jaser dans la langue de son choix avec le petit robot. Mais on peut choisir toutes sortes de contextes. Aéroport, restaurant, speed dating, etc., etc. Puis l'algorithme ajuste et on peut y parler, puis il nous écoute avec notre mauvais accent ou non, puis il nous aide. C'est dur à battre. Okay? Mais ce que ça dit, c'est que c'est un offre de service particulier. Et là, toute la séquence des contenus, des formations, de la pédagogie, etc., est complètement bouleversée. Mais je pense que pour les enseignants, ce qui devient pour moi leur rôle unique, c'est comme on a un orchestre. Avant, on avait un solo, l'enseignant, qui est le spécialiste de contenu, le pédagogue, le transmetteur, l'évaluateur, l'accompagnateur. Maintenant, on a un orchestre. Plein de monde qui joue des instruments. Mais on n'a pas de chef d'orchestre. L'IA, ce n'est pas un chef d'orchestre. C'est juste un musicien super prolifique qui est capable de jouer plein d'instruments. Ça prend le chef d'orchestre pour accompagner le projet d'apprentissage. Et là, l'enseignant a un rôle que l'algorithme, bon, je ne sais pas, dans 20 ans, là, personne ne sait ce que ça sera, là, mais à l'heure actuelle, malgré toutes les possibilités techniques, tout ce que ça peut faire plein de trucs super le fun. Ce n'est pas un chef d'orchestre, c'est un instrument de musique ou plusieurs instruments. Et c'est là que le prof doit dire, je ne suis peut-être pas le spécialiste de contenu, je ne suis peut-être pas le pédagogue, je ne suis peut-être pas la personne qui fait le plan de match, je ne suis peut-être pas l'évaluateur parce qu'il y a des petits robots qui font tout ça. Mais qui va coordonner le travail de tous les petits robots au profit de l'apprentissage, puis etc. Fait que, mais il y a un univers fascinant, mais qui commence. Ouais. Puis on va tout le vivre parce que Microsoft a acheté ChatGPT, puis ça va être dans Suite Office. Fait qu'à un moment donné, vous allez ouvrir Word, puis il y a un petit robot qui va vous jaser. Puis il va vous dire, voulez-vous que je fasse tout ce que vous n'aimez pas faire? Puis, mais il ne va pas le faire. Il ne va pas vous dire quoi faire avec tout ce qu'il va faire. Vous allez devoir avoir un projet. Qu'est-ce que je vais faire avec le... etc., etc. Là, il y aurait beaucoup à développer, oui. mais je vais rester à ce niveau-là, là, de la métaphore entre plusieurs instruments sans chef d'orchestre. Gabrielle, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste dire que nous, en tant qu'organisme à but non lucratif, on est choyés parce qu'on est en Ontario, alors on a du financement de base, mais c'est insuffisant pour aller chercher ce type de technologie puis de l'intégrer à nos formations. Fait qu'on n'est pas rendu là encore. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, ça ne veut pas dire qu'on voudrait trouver des moyens de l'intégrer, mais il y a un manque de financement, de capacité, de temps, et puis donc on n'y est pas encore. Ça va sûrement nous rattraper là, s'il y a les petits robots qui s'intègrent à des applications qu'on utilise déjà, mais on n'est pas là. Oui, merci. Oui. Je vais prendre 2 minutes pour... là, vous avez piqué ma passion, vous le savez. Alors, je pourrais dire que Pluriel, on faisait dans le temps des noces de Cana, avant qu'on s'associe avec la PCFAD. C'était toujours en personne, c'était toujours... on avait des apprenants, les apprenants lâchaient, les apprenants, ils faisaient frette, ils ne voulaient pas venir, etc. Quand on a commencé à travailler avec la PCFAD, écoutez, nos formateurs n'étaient pas là. Notre personnel n'était pas là. Mais les personnes les plus importantes n'étaient pas là, les apprenants. Alors, il a fallu que notre technicien travaille avec tous ces gens-là pour adapter les programmes en ligne. Maintenant, on a, au lieu de 8 centres alpha, on a 12. Et la problématique qu'on a, c'est qu'ils ne veulent pas revenir, ils veulent continuer en ligne. Alors, c'est une belle problématique qu'on joue avec. Ouais. Mais simplement, grâce à la PCFAD et les partenaires, on était capable de se mettre au niveau maintenant pour être capable de fonctionner. Pas pour nous, mais pour les personnes apprenantes, les personnes les plus importantes qui, justement, développent nos communautés et qui travaillent avec nous. Merci.
Donc, l'enseignement virtuel, bien sûr, ça rend ça tellement plus accessible, c'est clair. C'est important, l'expérience de la plateforme, parce que ça développe une expertise Oui. et pas juste une connaissance. Et puis avec la maturation au fil des années, des décennies sur comment bien faire un cours en ligne, qu'est-ce que les gens aiment, de l'information, et cette expérience-là propre au monde de la société civile, des organismes, des OSBL et des communautés minoritaires, de comprendre et pas juste acheter un service. Oui. Question, Dora? Oui, c'est une question à Gabrielle. Avant la PCFAD, il y avait la FAD, et c'était avant la COVID. Et avant la COVID, on avait un constat que la population vulnérable, n'ayant pas les compétences, ça sera mieux de les emmener à développer leurs compétences en présentiel. Est-ce que j'entends maintenant que le présentiel n'est plus dans notre offre des services? Et est-ce qu'on développe vraiment les compétences de cette population vulnérable? Lorsqu'on parle de population vulnérable, c'est le CPR 1, 2 surtout, n'ayant pas les compétences pour utiliser un ordinateur parfois. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est plus de mise et qu'on doit évoluer avec ce constat-là? Comme je disais tout à l'heure, à la PCFAD, on fonctionne comme on le fait avec la FAD en Ontario, c'est-à-dire qu'on travaille de très près avec les centres de formation en présentiel pour justement que les gens qui ont des très faibles niveaux de littératie, surtout en informatique, aient de l'accompagnement, du coaching, de l'accès à un laboratoire avec des ordinateurs ou même des prêts d'ordinateurs. Alors ça se fait toujours. Ça se fait toujours en Ontario. Puis on procède de la même façon avec la plateforme pan-canadienne. Je pense que c'est impossible de penser qu'une personne avec de si faibles niveaux de littératie informatique soit autonome et embarque là-dessus par elle-même. Deborah, on a une question de quelqu'un qui nous suit en virtuel. Oui, exactement. Alors, je pense que c'est une question de mise vu qu'elle vient du monde virtuel et on peut s'imaginer qu'elle vient peut-être d'ailleurs que le Canada. Croyez-vous possible que la technologie ouvre des voies pour aider les pays du tiers-monde à réduire la brèche avec les pays développés? C'est déjà le cas sur un truc très particulier, l'apprentissage sur téléphone intelligent. L'UNESCO documente, il y a une semaine à chaque année, la semaine de l'apprentissage mobile, et l'UNESCO publie beaucoup d'exemples. Et dans plusieurs pays, je vais faire le lien avec des langues minoritaires, dans plusieurs communautés africaines, villages où il y a des dialectes, c'est plus facile d'offrir un téléphone avec des applications qui permettent d'apprendre des langues, des dialectes. Le son a été enregistré au cas que les gens perdent le son de leur langue. Donc, là, je ne sais pas si c'est positif ou non, ça coûte moins cher envoyer une tablette pour pouvoir connecter sur l'ensemble des connaissances sur Internet que de construire une école avec une bibliothèque et tout ça. Bon, est-ce positif ou non, là? Le jury is out, comme on dit, là. Donc, je dirais, sous un certain angle, dans plusieurs pays du Sud, ça a eu des effets sur l'accès. Mais là, tous les trucs des inégalités, la fracture numérique, les services privés, le marché des tech, là, dans les pays du Sud, c'est un festin pour eux, là, parce que les États financent peu l'éducation. Il y a beaucoup d'ouverture en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. C'est des boîtes privées qui offrent. Donc, il y a ce bout-là négatif. L'autre bout positif, c'est vraiment le mobile learning, l'apprentissage mobile sur téléphone intelligent via des applications qui est une manière de rendre l'éducation accessible à très, très faible coût. C'est un vaste monde qu'on effleure à peine, puis on va encore une fois juste effleurer à peine l'intelligence artificielle, encore une fois du point de vue de ChatGPT. Tantôt, vous disiez qu'avec bientôt, tous les petits robots vont nous demander qu'est-ce que tu veux que j'écrive pour toi, finalement. En termes d'apprentissage, est-ce que vous avez une forme d'inquiétude ou pas face au fait que la rédaction, la recherche, la compilation d'informations, tout ça puisse se faire en appuyant Enter sur le clavier? Bien, je dirais, les petits robots vont aussi nous demander « Bonjour, Daniel, que veux-tu apprendre aujourd'hui? Il y a les deux côtés, là. OK. Puis hier, tu as fait ceci, avant-hier, tu as fait cela. J'ai vu que tu te débrouillais bien là-dessus, que tu as plus de difficultés. Voici ce que je t'offre aujourd'hui. Tu le veux en audio, en vidéo, etc. Et je pourrais aussi te programmer un rendez-vous avec un tuteur
avec qui on fait affaire dans tel centre communautaire. Parce que j'ai remarqué que tu avais un problème avec telle chose, c'est ça? Exactement, si tu as envie que ça soit en présentiel. Donc, le petit robot va pouvoir aussi dire ça. Mais dans le moment, je dirais, tout est en bouillonnement. C'est impossible de savoir dans le monde de l'éducation. Autre exemple, formation de la main-d'œuvre. Les travailleurs, maintenant, ils vont pouvoir dire j'opère telle machine, je pose une question sur ChatGPT, comment elle fonctionne, qu'est-ce que je peux faire? Bien là, le formateur vient un peu de prendre le bord. Mais dans le moment, là, on est dans le bouillonnement des modèles. Ma crainte, c'est en raison des capitaux, c'est que le secteur privé qui développe les modèles. Les États n'ont pas assez d'argent, les universités n'ont pas assez d'argent, le font chacune de son côté. Il n'y a pas une vision de mutualisation des services publics. C'est le côté public qui m'inquiète dans le débat. Puis encore plus les individus, on ne fait pas partie de la discussion sur l'ingénierie de ces trucs-là. Fait que dans le moment, c'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens et en éducation. Moi, je pense qu'il faut retenir, moi, ce que j'observe, c'est que le monde de l'éducation a probablement pensé que la 4e révolution industrielle puis l'automatisation, ça touchait les taxis avec Uber, le cinéma avec Netflix, puis les hôtels avec Airbnb, puis les centres d'achat avec Amazon. Le monde de l'éducation est aussi affecté par cette automatisation puis robotisation. Ce que ChatGPT montre, c'est que le monde de l'éducation aussi peut être automatisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux me permettre aussi, ce que je trouve particulier, c'est qu'en même temps qu'il y a tout ce foisonnement des technologies, du développement des technologies, il y a aussi, nous, on est confrontés avec le développement des compétences génériques qui sont nécessaires pour le travail, les fameuses compétences, les soft skills socio-émotionnelles, etc. Puis, ces compétences-là, elles ne s'apprennent pas nécessairement en autonomie avec ton ordi, elles s'apprennent dans l'interaction avec les autres. Alors, c'est particulier qu'il y a ces deux courants-là de force là, qui s'opposent presque, là, mais enfin. Puis aussi, l'intelligence artificielle, ça demande chez les personnes une autonomie de jugement intellectuel, distinguer les fake news de non, le contenu vrai, etc., etc. C'est pas juste une bébelle. C'est une bébelle qui demande beaucoup d'expertise pour comprendre ses défaillances, ses lacunes, puis son positif. Puis, on n'a pas là le réseau d'affinité, les gens avec qui on pourrait apprendre, et c'est trop nouveau. Fait qu'on se retrouve tout seul. Si on plonge un peu Alice au pays des merveilles, on rentre dans le tronc d'arbre, puis on ne sait pas où on atterrit. Puis on nous demande de choisir plein de cours et plein de trucs. Là, qui... Oui, drôlement autonome. Puis peut-être ça met en évidence un nouveau défi. On est passé de l'apprendre à apprendre. Mais je pense qu'il manque un petit bout maintenant. C'est apprendre à gérer ses parcours d'apprentissage puis à ne pas se perdre dans toute l'offre de services maintenant. Et cette compétence-là d'être autonome dans la gestion de ses parcours soi-même, savoir quand est-ce que j'ai besoin de présentiel, quand est-ce que telle ressource en ligne, etc., et connaître les communautés en présentiel, connaître, etc. On n'est pas formé, même si on est scolarisé, on n'est pas formé à pouvoir piloter sa biographie éducative, comme certains disent, là. Puis on est un peu dans le désert. Mais ce que je trouve intéressant de la post-pandémie, c'est que là, la poussière retombe. Ça nous a permis de voir comment le présentiel est important. Sa valeur est irremplaçable. Oui, il y a des trucs en ligne, là, on ne se déplace pas, etc. Mais probablement, à un moment donné, s'il y avait un café autour d'un cours, les gens, ce n'est pas au cours qu'ils vont venir, c'est d'être avec les gens au café, puis il y a le cours en plus. Donc, le social, le en ligne nous a permis de voir la valeur inestimable du présentiel qu'on avait prise pour acquis. Puis... Oui. Oui. Donc, on revient encore au fait qu'on socialise encore. Oui, c'est pas toujours sur le virtuel. Les apprenants sophistiqués. Oui. Le temps file. On va devoir mettre fin à ce deuxième panel. Mais on s'aperçoit qu'on a juste effleuré quelque chose et puis qu'on n'a pas tant de réponses, mais surtout beaucoup, beaucoup de questions, parce que c'est quelque chose de nouveau, là. C'est un grand tournant qui se prend là. Merci encore une fois à nos deux panélistes. Je vous invite à rester là, mais je veux vous inviter à les applaudir pour les remercier. Daniel Barry et également Gabriel Lopez qui est avec nous. Et j'invite Denis Desgagnés du RESDAC à venir s'asseoir avec nous pour le mot de la fin. Le mot de la fin. Oui. Après tout ça, c'est comment faire quelque chose d'intelligent, compétent. Et, une chose que je veux absolument faire, c'est d'abord, je veux remercier les deux panélistes, les gens qui ont accepté de réfléchir avec nous à ces choses importantes.
Donc, le premier panel et ce panel ici. Je veux aussi remercier les partenaires qui ont travaillé avec nous, qui ont cru à ce qu'on était en train de faire. Donc, la Fédération des francophones, la FCFA, et puis le Centre de la francophonie des Amériques. Je rajoute aussi la SQRC, parce qu'ils nous permettent aussi d'être ensemble. Daniel disait, on se sent isolé, en francophonie aussi. Puis, grâce à cette mobilisation, bon, on n'est pas tout seul, on a même des technologies pour travailler ensemble. Donc, moi, voilà, je te remercie aussi, Diane, pour, encore une fois, haut la main. Plaisir. C'est tellement passionnant. Ça me fait plaisir. Je remercie les gens qui y ont participé. Je pense que ce n'est pas seulement les institutions formelles. Toutes nos organisations jouent un rôle hyper important dans le non-formel. Et puis, on n'a pas parlé beaucoup à ça, mais l'apprentissage, l'enseignement, tout ça, ça commence à la famille, ça commence à la maison. Il y a quand même un rôle important à jouer dans le non-formel, l'informel, même le choix du non-formel. Bon, en tout cas, ça commence à la maison. C'est la communauté. Donc, je suis content que les gens ont participé. Merci beaucoup. Merci les gens aussi en ligne. Et puis, ben voilà, je pense que ce serait le mot de la fin. On pourra continuer à discuter de tout ça juste à l'entrée. Puis je pense que la suite des choses, tu vas nous dire. Oui, effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Denis. Et puis, merci d'avoir pensé à cet événement qui, de toute évidence, a vraiment convenu à tout le monde ici. Donc, ben, merci et salutations à ceux qui nous ont suivis aussi sur le web. Vous n'êtes pas invités à nous suivre dans la salle d'à côté, pas qu'on ne veut pas, mais c'est parce que vous êtes trop loin. Donc, on rappelle que Mobilisation Franco, c'est toute la journée demain et qu'on va lancer l'événement de belle façon avec un cocktail et ça va débuter à 17h dans la salle principale. Vous n'avez qu'à suivre le tournant au bout du corridor. Un mot aussi à Debra Violette, qui était là aussi, qui a fait le relais des questions. On ne vous l'avait pas vue, mais elle était très, très présente. Et grâce à elle, on a pu entendre des questions de la salle et des gens en auditoire virtuel. Là-dessus, ben, merci encore une fois. Merci à nos panélistes. Merci à vous d'avoir été là. Puis on se retrouve à 17h pour le lancement officiel de la 2e édition de Mobilisation Franco.